Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité à 8h19, c'est Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Bonjour Franck Riester. Bonjour. On va évidemment parler de ce traité CETA qui arrive au Sénat jeudi et qui pourrait avoir un barrage de la part des communistes et des LR. C'est nouveau, mais c'est comme ça. On va d'abord dire un mot sur la Russie, la réélection bien évidemment de Vladimir Poutine. 87%, un discours aussi assez martial qui a suivi sa réélection. Est-ce que c'est inquiétant cette réélection de Vladimir Poutine jusqu'en 2030, peut-être 2036 s'il se fait ensuite réélire? Bon, c'est pas une grande surprise. Non. Ces élections étaient ni pluralistes ni libres. C'est très révélateur d'ailleurs du fonctionnement de M. Poutine. On est dans un cadre d'un régime autoritaire, avec la présence de policiers ou de militaires d'à peu près dans tous les bureaux de vote, la répression des oppositions, l'élimination des opposants. Voilà, et ça montre à quel point on est différent du régime russe aujourd'hui, nous les grandes démocraties occidentales ou européennes. Il y a une main tendue quand même là de Vladimir Poutine dans son discours cette nuit. Il prend à la volée la proposition d'Emmanuel Macron d'avoir une trêve olympique. Est-ce que ça, vous considérez que c'est une bonne nouvelle? Bon, écoutez, je me méfie beaucoup de ce que peut dire Vladimir Poutine. Attendons de voir comment les choses évoluent. En tout état de cause, il ne faut pas que ce qui se passe en Ukraine et sont les dires de Vladimir Poutine perturbe les Jeux Olympiques qui doivent être une grande fête du sport à Paris cet été. Il y a un lien entre la Russie et cet accord de libre-échange CETA avec le Canada qui doit être voté au Sénat jeudi, qui est déjà partiellement en cours, en vigueur, puisqu'il y a déjà des échanges commerciaux. C'est qu'on peut acheter au Canada ce qu'on ne peut plus acheter à la Russie, notamment du pétrole et certains matériaux. C'est un de vos arguments pour notamment défendre cet accord de libre-échange. Oui, effectivement, il y a eu, depuis la mise en œuvre provisoire en 2017 de cet accord, une augmentation très forte de nos échanges, exportation de l'Europe et de la France en particulier vers le Canada, mais aussi importation plus forte depuis le Canada, notamment de ce dont on a besoin pour être indépendant, souverain, en matière d'hydrocarbures, de pétrole notamment, en matière de métaux critiques. Je pense à l'uranium et je pense au lithium. Et donc cet accord est un bon accord qui démontre qu'il était un bon accord sur le papier. Et c'est pour ça que nous l'avions soutenu dans la négociation qui avait été menée par François Hollande à l'époque et Matthias Fekl, qui était socialiste. On l'avait soutenu. On l'a soutenu au moment du vote à l'Assemblée nationale, puisque ce projet de loi de ratification du CETA a déjà été mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, a été voté à l'Assemblée nationale. Mais maintenant, on le soutient encore plus, si je puis dire, parce qu'au-delà de ce qu'il y a dans l'accord lui-même, sur le papier, on a vu les résultats et qui sont bons. Plus d'exportation, plus d'importation et une capacité à prendre en compte ce que défend le président de la République depuis longtemps, c'est-à-dire la nécessité de bâtir une autonomie stratégique en diversifiant nos approvisionnements, en étant moins dépendants des Russes notamment et en retrouvant avec le Canada un fournisseur en matières premières beaucoup plus fiable, puisque c'est une grande démocratie amie avec qui on partage un grand nombre de combats sur la démocratie, les libertés, les droits de l'homme, le développement durable, et c'est évidemment aussi un grand pays francophone. Alors la question évidemment qui fâche, c'est est-ce que c'est bon pour nos agriculteurs? Parce que c'est ça qui fait que peut-être, notamment les LR, une partie d'entre eux vont voter avec les socialistes, les communistes, contre la ratification du traité. Est-ce qu'on sacrifie l'agriculture pour peut-être l'uranium et le GNL? Alors c'est un mauvais coup pour notre économie, pour notre souveraineté et pour notre agriculture. Et c'est hallucinant entre nous de ne pas le ratifier. De ne pas le ratifier. C'est hallucinant entre nous que la droite, les sénateurs de droite, alors beaucoup sont mal à l'aise et je ne renonce pas de les convaincre de voter le texte jeudi. C'est fou, sidérant que les sénateurs de droite s'allient avec les communistes sur un sujet économique et commercial et reprennent une partie de leurs argumentaires. Et ça me sidère. Et donc, oui, c'est bon aussi pour notre agriculture. C'est bon parce que nos producteurs exportent et ont vu leurs exportations bondir depuis la mise en œuvre de cet accord. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une baisse très forte des droits tarifaires, c'est-à-dire des tarifs douaniers. Le fromage, plus 60% d'exportation. Pour deux raisons, baisse des tarifs douaniers, on est passé de 220% à zéro, taxe douanière. Et protection des appellations d'origine contrôlée. Et protection des appellations d'origine protégée. Mais c'est quoi la différence entre un bon accord de libre-échange et un mauvais accord de libre-échange?
le reblochon, le brimbaud, que je connais bien puisque je suis élu de Seine-et-Marne, sont protégés, et bien d'autres, 42 appellations d'origine protégées, sont protégées au Canada. Et donc on ne peut plus vendre des copies de Roquefort ou de Cantal au Canada, ce qui permet à nos produits et à nos producteurs de lait de pouvoir exporter au Canada d'une façon très importante. Et rien à voir avec l'accord du Mercosur. Dans son détail, sur le fond, c'est la différence entre un bon accord et un mauvais accord. Oui, on s'excite pas sur notre siège en disant libre-échange, libre-échange. Libre-échange est une bonne chose à partir du moment où c'est encadré et où ce sont en ce qui concerne les accords de libre-échange, les accords commerciaux, de bons accords. L'accord avec le CETA est un bon accord. On voit que la mise en œuvre provisoire est positive à tout point de vue. En revanche, il y a des accords qu'on ne soutient pas et qu'on continuera à ne pas soutenir et à s'opposer. C'est par exemple le Mercosur. Pourquoi vous ne le soutenez pas ? Parce qu'il y a un certain nombre de dispositions dans le Mercosur qui sont beaucoup moins bonnes pour notre pays, notamment la mise en œuvre de quotas d'importation de produits agricoles à un niveau bien trop élevé. Il n'y a pas du tout la même ambition en matière de développement durable qu'il y a dans le CETA, et on voit bien que de ce point de vue-là, on ne peut pas l'accepter. En revanche, le CETA, c'est très positif, et d'ailleurs, à tel point que même les filières sensibles, pour lesquelles on a une attention toute particulière, je pense à la volaille, je pense au porc, je pense bien sûr au bœuf, sont aussi protégées avec le CETA. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'exportation du Canada vers la France. Pourquoi ? Et vers l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement ces fameuses, vous savez, mesures miroirs qui permettent d'imposer à nos compétiteurs, à nos concurrents des pays tiers, d'avoir les mêmes normes de production que nos propres producteurs. Notamment sanitaires. Notamment sanitaires et environnementales. Hormones, par exemple, dans la viande de bœuf. Exactement. Et bien justement, là, il y a une mesure miroir qui est en œuvre depuis maintenant plusieurs années en Europe, qui impose à tous nos exportateurs de pays tiers, qui exportent vers le marché unique européen, de ne pas utiliser d'hormones comme facteur de croissance pour l'élevage de bovins, par exemple. Et c'est donc pour ça que le Canada, qui utilise pour un certain nombre d'élevages les hormones, ne peut pas exporter vers la France et vers l'Europe. Et donc on a aujourd'hui des exportations en provenance du Canada qui sont infimes. C'est 0,0034% du marché français qui est importé depuis le Canada. Donc vous voyez, on a un accord qui nous permet d'être plus souverain par rapport à la Russie, qui nous permet d'augmenter nos exportations de biens textiles, cosmétiques, pharmaceutiques et bien d'autres vers le Canada, qui protège une partie de notre identité que sont les AOP, qui nous permet d'exporter des vins et spiritueux, du fromage, des produits laitiers et agroalimentaires d'une façon exceptionnelle, qui ne met pas en danger nos filières sensibles, et pourtant des sénateurs LR associés aux communistes risquent d'envoyer un message ravageur aux Canadiens, grand pays ami, l'année du 80e anniversaire du débarquement. Il n'y a pas que nous, il y a 10 pays qui n'ont pas ratifié. Il n'y a pas que la France chez qui ça pose problème. Attendez, il y a une grande partie des pays l'ont ratifié. Il y a encore un certain nombre de pays qui sont en cours de ratification. Et si ce n'est pas ratifié, qu'est-ce qui se passe ? J'espère que d'ici à jeudi, la fameuse sagesse du Sénat va l'emporter. C'est pas gagné. Mais oui, c'est pas gagné parce que certains LR utilisent cette ratification comme bouc émissaire aux problèmes agricoles qui existent. Il y a des problèmes agricoles. D'ailleurs, c'est pour ça que le Premier ministre, le gouvernement, à la demande du Président de la République, sont très mobilisés pour répondre à cette crise agricole. Mais c'est un bouc émissaire que de dire que le CETA n'est pas un bon accord. Et d'autre part, il ne faut pas être naïf. C'est une instrumentalisation en pleine campagne européenne. C'est dire on va battre Macron. Franchement, c'est pas au niveau. Et c'est pas au niveau de l'intérêt général. L'intérêt général de nos agriculteurs est et ne pas voter la ratification du Sénat, c'est faire un mauvais coup aux agriculteurs. Alors vous le demandez, qu'est-ce qui se passe si c'est pas ratifié ? Est-ce qu'on arrête et on met fin à l'accord qui s'appliquait depuis 6 ans de manière transitoire ? Alors, ça complique énormément sa ratification. On verra quelle décision on prend si on n'a pas le vote positif du Sénat, parce que s'il y a le vote positif du Sénat, il y a la ratification de cet accord, et c'est ce que j'appelle évidemment de mes voeux. Et s'il n'y a pas un vote positif, on verra quelle stratégie on retient. Mais c'est mix paritaire ? Alors, possiblement, faut qu'on en discute, faut qu'on regarde, faut qu'on voit les positions des uns et des autres. Moi, vous savez, là, en ce moment, je me mobilise pour qu'il y ait le vote positif. Je crois qu'on peut l'obtenir. J'essaye de convaincre aussi les socialistes. Parce que les socialistes, c'est quand même François Hollande qui l'a soutenu, qui l'a négocié avec Matthias Fekl, qui était ministre du Commerce extérieur, qui était un très bon ministre du Commerce extérieur, et qui ont expliqué à ce moment-là que c'était un très bon accord.
et les faits l'ont prouvé. Donc les socialistes aujourd'hui, je ne comprendrais pas. Mais c'est ça votre boulot aujourd'hui, c'est d'expliquer l'intérêt du commerce extérieur. Vous allez finir par être ministre du protectionnisme en fait, au point où donc, contre le protectionnisme. Contre le protectionnisme. Mais oui, parce que la France est une grande économie exportatrice. On a besoin d'exporter, et on voit notre déficit commercial des biens qui nous joue des tours. On a besoin d'exporter davantage. On a besoin de créer des synergies plus fortes avec des pays amis, avec qui on va pouvoir créer des chaînes de valeur plus solides, plus résilientes. Et notre agriculture, si on veut qu'elle soit forte dans l'avenir, si on veut assurer notre souveraineté alimentaire, on a besoin que notre agriculture continue d'exporter. C'est le cas avec le Canada. Soutenons cet accord. Franck Esther, vous êtes aussi ministre de l'attractivité, ça vous intéresse beaucoup ici. On a vu dans la tribune dimanche le patron du MEDEF, Patrick Martin, estimer qu'il y avait un risque de décrochage des investissements des entreprises, notamment parce que dans votre budget, la tentation de Bercy de remettre en question les dispositifs de soutien d'entreprise est déjà là, alors même que notre économie ralentit. Est-ce que dans le tour de vis, il faut faire aussi un tour de vis sur les entreprises ? Je ne sais pas de tour de vis sur les entreprises, c'est de regarder dans tous les dispositifs d'accompagnement comment on peut dépenser aussi bien, voire mieux, et avec un montant global inférieur. On a besoin d'avoir un équilibre financier. On a besoin de faire en sorte que la France tienne ses engagements qui ont été pris devant l'Europe, de réduction des déficits. Chacun doit faire un effort. Les entreprises, aujourd'hui, sont aidées. Il y a eu des dispositifs d'accompagnement pendant le Covid. Face à l'inflation, aujourd'hui, il faut que les dispositifs d'accompagnement soient les plus utiles possibles. Regardons avec les chefs d'entreprise quels sont les dispositifs, comment on peut les améliorer, comment ils peuvent coûter un peu moins cher. Mais vous savez, on a un agenda pro-business depuis 2017 à la demande du président de la République. C'est moins d'impôts pour les entreprises, c'est plus de simplicité. Vous avez vu qu'il y allait avoir une nouvelle accélération dans la simplification des normes avec plusieurs textes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Moi-même, je prépare un plan spécifique dans ce cadre-là pour les exportateurs, pour simplifier, dématérialiser les démarches. Nous allons continuer aussi à innover, à accompagner l'innovation des entreprises pour que la France reste, comme elle l'est depuis 4 ans, le premier pays en termes d'attractivité en Europe, avec le plus grand nombre d'investissements étrangers sur son sol, devant la Grande-Bretagne et devant l'Allemagne. Il vous reste 3 jours pour convaincre sur le CETA. Franck Riester, merci d'être venu nous voir ce matin dans Good Morning Business.